Nous continuons à célébrer les Lions indomptables. Trois catégories de personnes sont concernées par cette célébration. Et je m'adresse à la troisième catégorie, qui n'est pas connue du grand peuple. Je parle aujourd'hui comme un Camerounais qui vit à l'étranger et donc qui ne vit pas la réalité de ce que c'est des Ecclésiens et des hiboux, c'est-à-dire des personnes qui critiquent la politique de Samuel Eto'o-Fils. Bienvenue, c'est Cyril Lemaire. N'ayez pas peur d'échouer dans la vie. Beaucoup de personnes sont devenues zéro aujourd'hui parce qu'ils refusent d'essayer. C'est l'histoire de Samuel Eto'o-Fils, de Mathias Eric Onanguini et leur soutien. D'un côté, on applaudit pour Samuel Eto'o, qui lance un gros coup de gueule en disant que son niveau est tellement occupé, tellement grand, qu'il ne peut pas se retrouver sur un plateau à débattre avec Mathias Onanguini. Pas si vite. Pendant qu'on vit encore, on ne sait jamais à quoi demain sera. Et du côté de Mathias Eric Onanguini, qui pense qu'une victoire n'est pas suffisante lorsqu'on la met sur la moyenne avec les résultats précédents, parce qu'il y a une cumulation de beaucoup d'échecs avant cette victoire. Ça, c'est l'enseignant qui parle. Il est poussé certainement par des principes académiques qui peuvent se comprendre. Mais dans la vie réelle, voilà ce qu'on va parler dans ce numéro. Et pour pouvoir parler, on va convoquer donc Blaise, André et Sama, qui aujourd'hui même est au parquet. Le verdict est peut-être déjà connu, ou bien serait connu dans quelques heures. Il risque quand même une peine assez lourde pour avoir crié haut et fort que Chiroma a gagné. Et pendant toute sa vie, on se souvient quand même qu'il cherche à démentaliser il veut déconstruire les mentalités pour remettre le nationaliste au centre du développement d'un pays. Donc, mesdames et messieurs, pour vous, Esama, qui partage l'image de Mikaeli Bihina, et cet Esama-là, c'est lui qui a peut-être compris ce que Samuel Eto'o et Onanguini refuse de comprendre. Et dans ce numéro, avec votre soutien, on espère que vous allez leur faire parvenir cette analyse. Parce que elle rappelle, surtout au leadership, qui est en train de célébrer, avec raison, de profiter de cet instant pour penser aux autres anciennes gloires et de rappeler à l'État la place des justes, ceux qui n'ont pas tort de croire que ce sont les citoyens camerounais, les nationalistes, qui devraient diriger le Cameroun pour l'intérêt des Camerounais. De se souvenir que pendant que ceux-ci sont en train d'entrer dans l'histoire, tout comme Mikaeli Bihina a porté l'histoire, a changé l'histoire des Lions. C'est pas chaque jour qu'on a des gardiens de but qui stoppent ce nombre impressionnant de tirs à quelques périmètres de la surface de réparation. Donc, lorsque on devient humble face à la réalité, eh bien, on peut comprendre l'analyse qui suit. Suivez jusqu'à la fin et laissez un commentaire. Je commence avec une image, celui d'André Blaise Esama, qui a posté Mikaelina Bihina. J'ai tellement vu cette image. Permettez-moi donc de vous parler un tout petit peu de ce qui mérite d'être célébré à l'aube de cette première coupe, ce Sésame Trophée remporté par les talents exceptionnels qui, pour la discrétion, vient d'inscrire leur nom dans le panthéon de l'histoire. Et ça serait la responsabilité des dirigeants à venir à faire en sorte que l'histoire ne les oublie pas. Ça mérite d'être rappelé parce que nous vivons dans un contexte où tout est fait pour tuer les talents qui ont pourtant donné des moments assez intenses à des peuples. Alors, un homme qu'on veut faire taire, une jeunesse qu'on refuse de préparer. Bonsoir à toutes et à tous, chers Camerounais, chers Africains, où que vous soyez aujourd'hui. Deux histoires qui n'ont l'air de rien à voir en commun et qui pourtant racontent la même chose, ce que notre pays fait ou ne fait pas, de ceux qui lui donnent le meilleur d'eux-mêmes. D'un côté, un homme qui pourrait être condamné
pour atteinte à la sûreté de l'État après des décennies de lutte pour la décolonisation des mentalités. De l'autre, une jeunesse sportive qu'on célèbre un soir de victoire et qu'on abandonne au lendemain, faute de politique sérieuse. Restez donc avec moi, c'est un numéro important, comme vous n'avez pas l'habitude de voir ces derniers temps sur la toile. André Blaise Essama, ce nom, pour beaucoup d'entre vous, évoque une détention qui dure, un dossier qu'on préfère ne pas trop regarder en face. Ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est l'atteinte à la sûreté de l'État. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est le résumé de toute une vie, des années de lutte pour la décolonisation des mentalités, la conviction qu'on peut discuter, mais qu'on ne peut pas ignorer qu'un pays doit être dirigé par des nationalistes et non par des héritiers du système colonial simplement rebaptisé. Il a été de ceux qui se sont donc battus très concrètement pour que les noms des colons ne continuent pas d'habiller nos rues, nos institutions, notre mémoire collective. On peut juger cette bataille symbolique, mais elle n'a rien d'anodin dans un pays où la décolonisation politique de 1960 n'a jamais été suivie d'une décolonisation complète des esprits. Et pendant que cet homme risque une condamnation, il faut être honnête, il y a toujours dans nos sociétés des gens qui cherchent à profiter du respect que s'est construit une figure qui s'est distinguée. On récupère l'image, on récupère le combat, on récupère parfois même l'électorat, sans jamais avoir porté le risque, sans jamais avoir payé le prix. C'est cela la vraie question que ce dossier nous pose. Qu'est-ce qu'on fait au Cameroun de celles et ceux qui se sont réellement sacrifiés? On les célèbre en photo, on récite leur combat dans les meetings et pendant ce temps, certains d'entre eux attendent un verdict. Je ne vous dis pas ici de conclusion judiciaire. Je ne suis pas dans la salle d'audience et vous savez que sur ce plateau, on ne relève jamais une accusation ou une défense comme un fait établi. Ce que je vous dis par contre, c'est qu'un pays qui juge la mémoire de ses combattants doit au minimum juger avec la même rigueur ceux qui aujourd'hui gèrent les affaires publiques en son nom. Et c'est précisément le point vers la deuxième partie de ce numéro. Eh bien, parce que la rigueur, la vraie, ne se limite pas au procès politique, elle doit aussi s'appliquer à un autre terrain où l'on célèbre nos héros un soir pour les oublier le lendemain matin. Je veux parler de nos talents sportifs. On l'a tous vu, les rues qui s'embrassent, les klaxons, les maillots sortis pour l'occasion d'une victoire, une qualification, une performance qui nous rappelle qu'on est capable de rivaliser avec les plus grands sur la scène mondiale. C'est grâce à ces joueuses qu'on célèbre toutes ces victoires-là et on a raison de le faire. Mais posons la vraie question, celle que personne ne veut poser au lendemain de la fête. Que devient un talent quand la lumière s'éteint? On parle beaucoup ces derniers mois des jeunes joueuses prometteurs, certains qu'on annonce même sur la shortlist du prochain Ballon d'Or. On parle de ceux qui sont partis tenter leur chance ailleurs, de ceux qui reviennent porter les couleurs nationales lors des grandes compétitions, et c'est une fierté légitime. Mais au-delà de l'actualité brillante de quelques noms, la réalité du plus grand nombre est beaucoup plus sombre. Combien d'anciens joueuses, une fois la carrière terminée, parfois après à peine 6 mois de transition entre 2 contrats, parfois du jour au lendemain, se retrouvent sans plan, sans accompagnement, sans reconversion. Je le dis avec toute la mesure nécessaire. Il ne s'agit pas ici de remettre en cause le talent ni le mérite individuel de qui que ce soit. Il s'agit de pointer une carence institutionnelle. Il faudrait, dans un pays, un peu plus de rigueur dans la gestion des fonds publics destinés au sport. Il faudrait une politique sportive intégrale, pas seulement des primes de victoire distribuées au moment où les camarades sont braqués, mais un véritable plan de carrière et surtout un véritable plan de retraite pour nos athlètes. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire investir une part des fonds, y compris ceux issus du palmarès,
et de la valorisation de l'image de nos championnes dans des dispositifs de reconversion, des espaces de formation, un accompagnement vers l'entrepreneuriat ou vers l'emploi pour permettre à ceux qui ont porté nos couleurs de vivre dignement de leur talent après le sifflet final et non de devenir des exemples de gâchis qu'on ressort seulement pour les alimenter la nostalgie. Ce constat n'est donc pas nouveau et il ne concerne pas que le sport. Une seule donnée, un seul chiffre de gloire, une coupe soulevée, une distinction internationale ne peut pas cacher l'absence de politique derrière. On ne peut pas se contenter de brandir un trophée comme preuve que tout va bien dans la gestion de nos talents. Cela dit, et je veux être honnête avec vous, le moment n'est peut-être pas le plus opportun pour transformer ce constat en règlement de compte. Ce n'est pas le sujet de ce soir de pointer un nom en particulier, c'est un sujet de fond structurel qui dépasse une génération de dirigeants sportifs et qui nous engage tous en tant que citoyens qui regardent où va l'argent public. La gestion de ces talents exceptionnels ne doit pas être une canalisation à sens unique. On prend la gloire, on oublie la responsabilité. Elle doit être une véritable politique. C'est aussi simple et aussi difficile que ça. Avant de conclure, je veux prendre un instant pour vous parler directement. Vous qui suivez depuis des mois, parfois des années, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ceux et celles qui veulent comprendre, pas seulement réagir. Chaque numéro que vous voyez ici représente des heures de vérification, de recoupement, de rédaction parce que vous méritez une information sérieuse, pas du sensationnel jetable. Si ce numéro vous parle parce que ce soit l'histoire d'un homme qu'on juge aujourd'hui ou celle d'une jeunesse sportive qu'on célèbre sans jamais vraiment l'accompagner, je vous demande un geste simple. Partagez cette vidéo, pas pour nous, pour eux, pour que ces sujets sortent du cercle restreint de ceux qui regardent déjà et touchent celles et ceux qui ont besoin de les entendre. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et si vous en avez les moyens, rejoignez notre espace membre. Ce n'est pas un gadget, c'est ce qui nous permet de continuer à produire ce travail-là sans dépendre de personne d'autre que vous. Et surtout, sachez ceci, ce que vous faites de cette information compte. Une conversation que vous relancez en famille, une question que vous posez à un élu local, un partage qui touche une personne qui ne s'y attendait pas, c'est comme ça que le changement commence. Pas dans un studio, dans ce que vous en faites, vous, une fois la vidéo terminée. Un homme qui a donné des années de sa vie à un combat et qui risque d'en payer le prix, une jeunesse qui nous fait vibrer le temps d'une soirée à cause d'un trophée jamais conquis jusqu'à là et qu'on laisse trop souvent sans lendemain. Deux histoires, une seule leçon, ce pays a besoin de rigueur, de mémoire et de vision, pas seulement de fierté ponctuelle. Je suis Cyril Lemaire pour Balafon Live, l'information politique africaine sans filtre.